Salut les amis, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler d'un sujet sur lequel je suis en phase d'apprentissage, un sujet qui me passionne, qui est l'agriculture syntropique. Euh, pour ceux qui me suivent, vous savez, ça fait à peu près 2 ans et demi, je me suis lancé dans le projet de faire une plantation dans un environnement tropical, donc en faisant venir évidemment en implantant des espèces locales, mais pas que, des espèces tropicales au sens large du terme, des espèces qu'on ne peut pas forcément trouver facilement ici dans le Yucatan, avec dans l'idée de, voilà, de faire un verger très hétéroclite et de façon à avoir une grande variété de fruits. Et donc du coup, je me suis intéressé aux différentes façons qu'il y avait d'aménager ce verger. Et là, j'en ai trouvé une vers laquelle j'aimerais tendre, qui est l'agriculture syntropique. Donc c'est une notion assez récente, on va dire, ici dans les médias. Pour autant, c'est un type d'agriculture qui a au moins une quarantaine d'années, en tout cas d'apprentissage. Je crois que le précurseur, c'est un monsieur, un Suisse allemand, qui a une énorme ferme au Brésil, qui a réhabilité une ferme, et en gros qui explique tous les préceptes qu'il faut adopter. Et là, il y a énormément de changements de paradigme qu'on doit se mettre dans la tête de façon à voir un petit peu cet espace, cet environnement différemment. Et on va voir ça ensemble. Donc il y a 4 thématiques que j'aimerais aborder aujourd'hui. La première, c'est la succession dynamique. Ensuite, on va parler de stratification verticale, ce qui va nous amener sur la taille. Et enfin, le dernier sujet, la taille, va nous faire dériver vers le pourquoi on veut tendre vers du zéro intrant, donc zéro apport sur le terrain. L'idée, c'est d'être le plus feignant possible sur la maintenance, de façon à ce que notre terrain s'enrichit de lui-même. Alors, avant de parler de succession dynamique, parlons un petit peu d'agriculture syntropique. L'agriculture syntropique, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de culture qui va nous permettre d'exprimer tout le potentiel de notre plantation en densifiant massivement tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va planter. Et il y a notamment, il y a 2 classifications de terrains. Il y a les terrains qui sont en mode accumulation, les terrains qui sont en mode abondance. Le terrain en mode accumulation, c'est un terrain pour lequel vous avez besoin systématiquement d'ajouter. Ça passe sous la forme d'engrais chimiques ou naturels, ça passe sous la forme de paillage, ça passe sous la forme d'eau également, parce qu'on est obligé d'arroser, en tout cas les premières années, nos arbres ou quelles que soient les plantations, pour qu'ils survivent. Et parfois même plusieurs années plus tard, pendant les périodes un peu sèches. Et il y a un deuxième état qui est l'état sur lequel on doit viser, c'était l'état de la Terre avant que nous, les êtres humains, on commence à ravager un petit peu les sols, même pas un petit peu, complètement les sols, qui est l'état d'abondance. Donc quand vous êtes dans un état d'abondance, vous avez en gros plus besoin de rien de faire, votre système est suffisamment productif et pour s'enrichir d'année en année, malgré les prélèvements que vous faites à travers des récoltes. Donc, le première mathématique, c'est quoi? C'est d'aller vers la succession dynamique. Là, c'est un très bon exemple. On a un manguier, en arrière-plan, vous voyez peut-être des guayabas. Ici, je pense que vous ne le voyez pas, il y a un figuier, il y a des litchis. Ils sont tous plantés seuls. Alors, seul, c'est relatif, c'est-à-dire qu'ils ont entre 3 et 4 mètres d'écart avec leurs voisins. Le problème qui se pose, c'est que l'arbre doit fournir énormément d'efforts pour pousser parce qu'il se bat seul contre les éléments. L'idée de la succession dynamique, ça va être de planter un ensemble simultanément de façon à créer une dynamique de poussée. C'est-à-dire que on a toujours entendu que les arbres se font concurrence, il faut laisser la place. Pas forcément, contrairement peut-être aux êtres humains, les arbres ont cette faculté, on commence à comprendre qu'à travers les racines, ils peuvent se passer des nutriments. Ils peuvent s'entraider quand un arbre est malade, voire ils peuvent communiquer. Alors c'est des communications assez basiques. On n'imagine pas que c'est des conversations politiques. Mais c'est des communications qui leur permettent, eux, de s'intégrer. Et donc l'idée, c'est d'arrêter de voir chaque arbre individuellement, mais plutôt de voir votre verger comme une collectivité d'individus. Et de vous poser la question, comment faire pour que l'ensemble puisse pousser bien? Et bien, ça ne passera jamais par des espacements de 4 mètres entre chaque plant. Il va falloir planter, serrer différentes espèces, ok, de façon à ce que une dynamique de poussée se crée. Et même j'irai plus loin, dans la pure théorie, vous ne plantez pas des
des plants déjà prêts, vous êtes censé semer. Et donc, évidemment, quand vous semez par exemple une graine de mangue, vous avez une très faible chance de sorte d'avoir un manguier. Et donc, ce qu'il va falloir faire en toute théorie, ça va être de semer des dizaines de graines de mangue, de graines de figuier qui ne montent pas à la même hauteur, de petits plants de bananes, de graines de kiwi, de façon à ce que tout germe sur votre sol. Parce que par contre, ça on le sait tous, c'est qu'une graine qui a germé, qui a réussi à germer, qui a réussi à faire un plant sur votre terreau, dans votre sol directement, sera toujours beaucoup plus solide que quelque chose que vous avez transplanté. Donc voilà, la première étape, c'est la succession dynamique. C'est vraiment de planter pas une seule espèce, mais des dizaines d'espèces sur le carré. Deuxième thématique, la stratification verticale. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de planter des espèces qui vont couvrir du sol jusqu'à la cime des arbres. Là, vous voyez, là, j'ai mon petit litchi qui est en train de pousser. Donc oui, ça fait 2 ans que je l'ai mis en terre. Il capte le soleil et il fait de la photosynthèse grâce à ses feuilles, hein, on le voit ici, puis il transpire par en dessous, donc il dégage un petit peu d'humidité en dessous de ses feuilles. Le problème, c'est qu'il y a tout un spectre de lumière que je n'utilise pas. Et donc c'est de la pure perte, parce qu'elle est captée par rien. Alors, bon, rien, non. Les plus observateurs vont dire, regarde, tu as du gazon au sol, donc de toute façon, ta photosynthèse est faite au niveau du gazon. Oui, mais mon problème, c'est que ce qui m'intéresse, c'est pas de l'azote. Le gazon, c'est rempli d'azote. C'est le carbone et la lignine. Alors, la lignine, pour ceux qui ne le savent pas, je cherche autour de moi, tiens, donc elle là. C'est ça. C'est ce que vous trouvez dans les branches. Alors, l'idée qu'il y a, c'est que ça, c'est ce qui va permettre d'enrichir votre sol à long terme. L'azote, c'est quelque chose de très volatile. C'est-à-dire que quand vous coupez votre gazon et vous le répandez sur le sol, effectivement, il y a une partie de l'azote qui va être, grâce aux arrosages, qui va pénétrer dans le sol, mais il y a une partie qui va s'évaporer. Et surtout, ça va être quelque chose de très immédiat, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce que vous utilisez sur votre potager. Souvent, vous allez pailler avec de la tonte d'herbe ou ce genre de choses, de façon à apporter de l'azote pour des légumes, comme des aubergines, des tomates qui sont assez gourmands. Mais le problème, c'est que ça répond à une problématique instantanée. Vous n'êtes pas en train de construire votre avenir. Et votre avenir, c'est quoi? C'est de passer de votre état d'accumulation pour votre terrain à votre état d'abondance. Et l'état d'abondance, ça passe par la production de lignine en masse, de façon à nourrir votre sol grâce aux différentes coupes. C'est une étape dont on va parler un peu plus tard. Donc, je reviens à cette thématique de stratification verticale. Il y a toute une phase de conception, et c'est là où je disais avant que cette méthode syntropique coûtait plus cher, c'est qu'il va falloir planter beaucoup plus de variétés. Alors, tout à l'heure, on parlait via des noyaux et des graines. Ça, c'est la théorie. C'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. C'est-à-dire que ça dépend de la taille de votre espace. Si c'est un petit espace, c'est pas un problème. Mais là, il y a 4000 m². Donc, 4000 m² à recouvrir de graines, ça va vite chiffrer et ça va vite être chronophage. Mais toujours est-il que dans l'idée, un litchi, ça va mesurer, je sais pas, entre 5 et 10 mètres. Donc il va falloir que je plante des espèces qui vont être plus hautes que le litchi, qui vont le protéger. Donc des arbres typiquement des émergents. En France, vous avez, je crois, le châtaignier. Le châtaignier, ça monte à plus de 10 mètres facilement. Et donc ça va faire de l'ombre pour protéger le litchi pendant les saisons les plus difficiles ici. Et puis des espèces qui vont aller en dessous, pourquoi pas du bananier, pourquoi pas du kiwi, pourquoi pas du fruit de la passion qui va s'insérer. L'idée, c'est que les feuilles puissent capter chaque rayon du soleil de façon à produire de la masse végétale. Et donc, vous l'avez compris, succession dynamique plus stratification, alors tout doit être fait en théorie simultanément. C'est très complexe parce que sur votre carré, vous êtes obligé de penser à l'avenir. C'est-à-dire que vous vous dites, dans quelques années, le litchi, il fera telle taille, donc il faut que les arbres que j'ai plantés autour soient plus grands pour le protéger du soleil, mais pas trop. Je ne dois pas trop mettre de trop grands arbres, parce que sinon, je vais enlever de la photosynthèse et lui, il va être
il risque de mourir s'il n'a pas assez de soleil. Donc c'est tout un apprentissage à faire, lié déjà à à ce que vous pouvez planter localement, parce que moi dans mon climat c'est pas du tout la même chose qu'on trouve en France ou dans d'autres pays, Canada par exemple, qui sont des pays plus frais, en moyenne j'ai envie de dire. Et donc voilà, stratification verticale, c'est une des clés pour produire de la matière. Alors, pas uniquement de la matière du déchet vert, hein, ça va être, quand on parlait tout à l'heure de bananier, le bananier ça va produire des fruits, le châtaignier ça produit des fruits. Enfin, vous allez produire et de la matière verte, et de la matière verte, et de la production pour vous, pour votre consommation, pour votre transformation. Donc là, je pense que vous voyez un petit peu ce qui manque sur ce terrain. Il manque des arbres tout autour, de façon à pouvoir construire un ensemble qui va se supporter et s'entraider pour affronter les éléments que j'ai ici dans le Yucatan. Allez, là on passe au chapitre sur la taille. Alors la taille, j'ai voulu me mettre en face du bananier parce que c'est symptomatique. Le bananier par exemple, moi je ne le taillais jamais, j'enlevais jamais les feuilles mortes ou quasiment mortes, parce que je partais du principe que la nature elle n'avait pas besoin de moi pour se faire. Ce qui est une grosse erreur. Ce qui est une très grosse erreur, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous laissez des feuilles à moitié mortes ou quasiment mortes sur votre plant, le plant continue de fournir de l'énergie dans ces feuilles-là. Et donc du coup, une partie de l'énergie est perdue parce qu'elle part dans des feuilles qui ont vocation à mourir à très très court terme. Donc autant les dégager pour qu'ils se concentrent sur des nouvelles feuilles. Deuxièmement, c'est un puits aux maladies en fait. Parce qu'en fait, ça permet de garder de l'humidité au niveau du collet du bananier. Et ça peut le faire pourrir. Et troisièmement, c'est dommage, ça fait du paillage en fait. Du paillage que vous mettez directement au pied. Alors la taille dans la syntropie, ça a une vocation qui est beaucoup plus importante que ça. On appelle ça de la taille de perturbation. Alors, il y a deux types de taille. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, on va faire des émergents, on va protéger les arbres par des arbres très très hauts qui vont faire un peu d'ombre. Mais des fois, ces arbres-là, ils vont gêner. En fait, ils vont prendre trop de rayons du soleil et du coup, les arbres en dessous vont avoir un peu plus de mal. Donc, il va falloir couper pour renvoyer du soleil en dessous. Mais pas que. On se rend compte que la taille stimule. La taille stimule la pousse. Hein. Quand vous taillez votre gazon, vous avez l'impression qu'une semaine après, vous devez le retailler. Et en fait, l'histoire qui se passe, c'est que vous n'allez pas stimuler uniquement le plant que vous avez taillé, mais vous allez stimuler tous ses voisins. Et donc c'est pour ça que ça devient important de massifier vos plantations. C'est que le simple fait de tailler un arbre, plus ou moins violemment, suivant ce qu'il peut encaisser, ça va stimuler cet arbre-là, mais cet arbre-là va balancer des hormones dans le sol, via ses racines, à tous ses voisins en disant attention, il y a une attaque, il faut pousser les amis. Et donc tout l'ensemble va pousser. Si vous n'avez rien autour, le signal il se perd. Donc en fait, moi j'ai du gazon, donc je le débroussaille, je le taille de temps en temps, donc c'est mieux que rien, mais c'est pas l'idéal. Parce qu'encore une fois, le gazon, ça a des toutes petites racines. Il faut vraiment aller chercher des arbres qui vont avoir des racines qui vont s'éteindre et surtout qui vont toucher les autres, qui vont permettre de communiquer, d'envoyer des messages. La taille également permet d'éliminer toutes les espèces en fin de vie. On va vous recommander, il y a notamment des espèces annuelles qui vont fleurir. La floraison va indiquer que c'est la fin de vie. Il faut tailler. Parce que vous envoyez, en fait, quand le plant est en fin de vie, il va envoyer des hormones qui vont limiter la pousse, en fait. Et donc, c'est pas bon. Vous le savez, par exemple, en France, sur le basilic, on vous conseille toujours, quand il y a les fleurs qui apparaissent, de le dégager, de couper les fleurs, de pincer. Parce que sinon, on vous dit que votre basilic perd en force. Et bien, tout simplement parce que le basilic comprend que c'est la fin. Et du coup, il relâche un peu la pression. Donc, il est important de dégager tous ces signaux un petit peu contradictoires et qui vont aller contre la pousse. Parce que nous, on va encourager la pousse. Voilà, 0,1 cran. Alors j'ai décidé de le faire devant cette poubelle qui pue. Vous avez de la chance. Alors c'est pas un joli plan, mais au moins vous n'avez pas l'odeur. Donc c'est mon abono, j'allais parler en espagnol, mon engrais que je fais.
Donc je fais macérer des feuilles pleines d'azote, donc des feuilles vertes. Je rajoute un peu de marc de café, des fois de l'aloe vera, qui fait un très bon gel pour les racines, un très bon booster. Je le laisse macérer couvercle fermé pendant 3 semaines environ. Moi il fait chaud, donc peut-être ça serait un peu plus de temps chez vous, peut-être un mois et demi. Et tout ça, j'enlève donc les déchets qui restent, je les mets dans mon j'ai un tas de compost, enfin 2 tas de compost. Et tout le liquide par bidon de 5 litres, je vais arroser la grosse centaine, je dois avoir 120 plants différents à la main, parce que j'ai pas moyen de l'incorporer dans mon système d'irrigation et d'être sûr que ce soit distribué à peu près de façon équivalente à tous les plants. Donc je vais les distribuer à chaque arbre, un par un, et ben, je peux vous assurer que c'est crevant. Et surtout quand il fait 42 degrés, qu'il y a un soleil, que vous venez de tondre, que vous êtes HS. Donc ça, si je pouvais arrêter de le faire, ça serait génial à un point. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que toutes les tailles qu'on va faire vont amener du déchet vert. Et donc quand vous allez avoir suffisamment de matière, le système va s'entretenir en fait. C'est-à-dire que chaque année, vous allez créer de l'humus, donc de la matière organique transformée, en plus par rapport à l'année précédente. Et ce, malgré le fait que vous allez récolter des fruits. Ces fruits, ils vont prendre des nutriments du sol. Donc en théorie, vous allez enlever de la vitalité à votre sol. Mais vous allez tellement produire de déchets verts, notamment grâce à la densification et au fait que vous allez capter tout. Imaginez comme des panneaux solaires. Au lieu d'avoir 2 panneaux solaires qui vont récupérer les rayons du soleil équivalents, qui vont taper ces deux panneaux solaires, vous allez recouvrir tout votre terrain de panneaux solaires. Donc fatalement, vous allez produire beaucoup plus d'électricité. Et potentiellement, vous allez produire beaucoup plus d'électricité que ce dont vous avez besoin. C'est l'idée du zéro entrant et c'est l'idée de la densification. C'est de capter tellement de rayons du soleil, de faire tellement de photosynthèse, de produire tellement de lignines et de feuilles que votre sol va s'enrichir de lui-même à chaque taille, à chaque fois qu'une branche va tomber à cause du vent, à cause d'un orage. Tout ça va enrichir votre sol et vous n'aurez plus aucun engrais à ajouter, voire dans certains cas, vous n'aurez même plus à arroser parce que l'humus va agir comme une éponge et va garder toute l'humidité. N'oubliez pas que les arbres transpirent, donc sous les feuilles, c'est de la transpiration. Donc à l'échelle d'un seul arbre, d'un petit arbuste, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Mais si vous avez comme une forêt tropicale, vous imaginez ce que vous avez vu, les films comme Tomb Raider dans l'Amazonie, vous allez sentir cette eau, cette humidité qui va être captée par le sol et qui va être redistribuée comme un cycle ou un cercle fermé. Et donc voilà. Ça, moi, je mets un peu plus de guillemets parce que moi, j'ai une saison sèche et une saison humide là où je suis. Donc je suis encore perplexe sur le fait que pendant la saison sèche et nos 40-45 degrés, même avec une densification parfaite, je puisse garder suffisamment d'humidité dans mon verger pour ne pas avoir arrosé. Mais bon, de tous les cas, ça fera moins d'arrosage nécessaire. Voilà, en conclusion, l'agriculture syntropique, c'est pas une recette, c'est plutôt une logique vivante. On essaye de retendre vers l'abondance que la Terre a connue avant qu'on se mette à tout détruire. Ça, on n'épilogue pas dessus, c'est fait. Mais le fait qu'on ait détruit en partie la fertilité de nos sols n'est pas une fatalité en soi. On peut tout à fait revenir parce qu'on a la chance d'avoir un soleil qui nous envoie des UV qui nous permettent de faire de la photosynthèse. Et ça, c'est magique. Il faut qu'on l'exploite au maximum. Ensuite, après, succession dynamique. On crée une dynamique de poussée, stratification verticale. On capte le maximum de rayons du soleil. Ensuite, on fait de la taille. On reproduit un petit peu ce que faisaient les grands herbivores avant qu'ils ne s'éteignent, les énormes mammouths, les aurochs, qui sont des espèces de gros bœufs, qui n'avaient rien à voir avec les bœufs qu'on a aujourd'hui, qui étaient 6 fois plus gros. Donc en fait, eux, quand ils allaient brouter, ils faisaient un dégât pas possible sur l'arbre. On reproduit ça aujourd'hui manuellement, parce qu'on n'a plus ces mammifères-là, en coupant des fois de façon agressive les arbres. Mais ça va les encourager à pousser plus. Et du coup, ça va nous permettre derrière de ne plus avoir besoin d'ajouter d'engrais, qu'ils soient faits maison ou pas, parce que tout ça, ça a un coût en temps. Donc en gros, on investit beaucoup maintenant, mais pour retrouver une terre d'abondance après. Voilà.
Donc ça va être une série sur la syntropie que je crée et qui va se faire sur le long cours parce que vous voyez bien qu'il y a un énorme boulot à faire ici pour l'adapter aux préceptes dont je viens de parler. Allez les amis, à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous a intéressé.